Emmanuel Macron est en Serbie depuis hier. Visite officielle de 2 jours à Belgrade. Au menu, la signature d'une énorme vente de 12 avions Rafale, mais pas seulement. Bonjour Philippe Bertinchant. Bonjour. Et merci, grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio depuis Belgrade, puisque vous êtes correspondant là-bas pour le Courrier des Balkans. Philippe Bertinchant, d'abord, comment la visite d'Emmanuel Macron est-elle perçue en Serbie et comment lui-même est-il perçu en Serbie ? Alors c'est une visite qui tombe plutôt bien pour le président serbe Aleksandar Vučić, un politicien qui dissout le Parlement tous les 18 mois, flirte ouvertement avec la Russie et la Chine, fait régulièrement monter les tensions régionales, mais qui achète des avions Rafale à la France et qui voudrait également faire construire des mini-centrales nucléaires en Serbie. Des Rafales et des centrales nucléaires, ce sont des affaires sérieuses, profitables, qui peuvent créer un nombre significatif d'emplois pour l'industrie française. On parle aussi de contrats avec EDF, mais encore du métro de Belgrade, dont le chantier n'a pas encore commencé, mais qui devrait être construit par l'entreprise Alstom, et surtout de l'aéroport Nikola Tesla, dont Vinci a obtenu une concession de 25 ans et qui a l'ambition de devenir un hub régional du trafic aérien. En outre, une petite dizaine d'autres accords ont été signés, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la défense ou encore de la culture. C'est-à-dire au total de bonnes affaires pour la France, ce qui en ces temps difficiles apparaît comme crucial. C'est aussi l'occasion pour la Serbie, de plus en plus critiquée pour ses violations des droits humains et sa proximité avec Moscou, de redorer son image internationale, d'apparaître comme pro-européenne et d'en tirer des bénéfices en termes de propagande pour son gouvernement. Maintenant, si vous me demandez comment parle-t-on d'Emmanuel Macron en Serbie, je dirais que le président français fait partie des rares dirigeants européens qui maintiennent un contact assez régulier avec Aleksandar Vučić. Depuis plusieurs jours, les médias pro-gouvernementaux glorifient cette visite comme une preuve de la sagesse du leader serbe en politique étrangère. La France est en effet un poids lourd de l'Union européenne et Belgrade ne va pas se priver de s'en vanter. D'autant plus que face aux élections controversées, à la montée de l'autocratisme, Paris a en quelque sorte surmonté ses critiques à l'encontre de Belgrade en mettant tous ses problèmes sous le tapis à la suite de ses juteux contrats économiques. Cela dit, les relations entre la Serbie et la France sont assez pendulaires. Elles oscillent. Certains jours, Aleksandar Vučić n'hésite pas à proclamer que les vrais amis de la Serbie sont la Chine et la Russie. Puis, du jour au lendemain, quand c'est nécessaire et que ça l'arrange, la France redevient notre vieille amie, notre fidèle allié pendant les 2 guerres mondiales. Aujourd'hui, en tout cas, les relations entre les 2 États sont décrites comme solides et amicales. Tous 2 ont renforcé ces dernières années leur coopération économique, avec une centaine d'entreprises françaises opérant en Serbie, employant plus de 12 000 personnes, tandis qu'au cours de l'année écoulée, les rencontres au plus haut niveau se sont multipliées, avec des visites officielles, des rencontres lors de forums internationaux et d'événements tels que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, Emmanuel Macron est actuellement présenté comme le plus grand ami du peuple serbe, voire comme une sorte de saint protecteur de la Serbie, mais cela jusqu'au prochain épisode. En attendant, cela permet au président français de marquer des points, tant au sein de l'Union européenne qu'en bilatéral, car après tout, les affaires avec la Serbie auraient très bien pu aller aux Américains, aux Allemands ou même aux Russes. Bah oui, effectivement. Alors Emmanuel Macron qui est présenté en tout cas aujourd'hui comme un ami en Serbie. Il est arrivé un petit peu en retard, je crois, hier en Serbie à cause de ses consultations pour Matignon. Est-ce que ça lui a été reproché ? Est-ce que les Serbes l'ont mal pris ou pas, Philippe Bertinchant ? Est-ce que ça a fait parler ? Non, pas du tout, pas du tout. Il a été accueilli en grande pompe, avec l'honneur militaire et les hymnes nationaux. Le président Vučić s'est lui-même rendu à l'aéroport pour l'accueillir en personne. Hier, donc, on en a parlé, la Serbie a signé un accord pour l'achat de 12 avions Rafale du groupe Dassault, un contrat près de 3 milliards, 2,7 milliards d'euros. Pourquoi faire ? À quoi vont-ils servir ces Rafales à la Serbie ? Alors c'est une très bonne question. Il s'agit là d'un dossier particulier. En avril dernier, pour rappel, la Croatie voisine a acheté 5 Rafales d'occasion remis à neuf, alors que la Serbie, elle, possède désormais 12 avions français flambant neufs. Le tout, comme vous l'avez dit, pour environ 3 milliards d'euros. La première question, bien sûr, est comment un pays pauvre comme la Serbie va-t-il les payer ? Une question à laquelle le président serbe a pris soin de ne fournir jusqu'à présent aucun élément de réponse. De son côté, la logique d'Emmanuel Macron est beaucoup plus simple. 12 Rafales vendus, c'est un bon coup pour l'industrie militaire française et ça vaut donc la peine d'aller à Belgrade et de conclure le marché. Maintenant,
La deuxième question est, la Serbie a-t-elle vraiment besoin de ces Rafales? Sans être un expert militaire, je dirais que non. Belgrade n'a pas besoin de joujoux aussi coûteux, alors que le président Vučić répète à tout va que la Serbie veut la paix avec ses voisins. Quoi qu'il en soit, le président Macron a qualifié ce contrat d'historiquement important, un contrat qui marque, a-t-il précisé, une étape stratégique à long terme dans les relations entre l'Union européenne, la France et la Serbie, Belgrade prenant ainsi la distance de Moscou, son allié traditionnel, et de l'achat d'armements russes. Ouais, et vous l'avez dit justement, voilà, côté français, d'ailleurs c'est un contrat qui peut interroger, parce que la Serbie c'est quand même un pays qui a des liens très forts avec la Russie de Moscou. Quelle est justement la nature exacte des relations ici? Vous l'avez dit, entre la France et la Serbie, on est sur, on va dire, sur un moment où on a une alliance très claire, une proximité, une amitié entre les deux pays. Mais est-ce que la position de la Serbie vis-à-vis de la Russie est véritablement claire aujourd'hui? Eh bien, les 4 piliers de la politique étrangère de Belgrade reposent sur l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Russie. C'est un jeu de funambule qui est souvent très acrobatique. Ainsi, hier, à l'occasion de la signature du contrat d'achat des Rafales, Aleksandar Vučić a pris soin de préciser que Belgrade continuerait à soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais, fidèle à sa ligne et contrairement aux vœux de Paris et de Bruxelles, n'imposerait pas de sanctions à Moscou. L'ancrage européen de la Serbie... Ça n'a pas changé. Il n'est toujours pas question pour la Serbie d'imposer des sanctions à la Russie. Non, Aleksandar Vučić a d'ailleurs déclaré haut et fort qu'il n'avait pas honte de cette décision. Quant à l'ancrage européen de la Serbie, il a quand même été remis en question à la veille de la visite présidentielle, alors que la cour d'appel de Belgrade examine le cas d'un ressortissant biélorusse, un opposant, Andrei Gniot, qui est menacé d'extradition vers son pays d'origine. Arrêté en octobre 2023 à l'aéroport de Belgrade, alors qu'il était en Serbie pour un tournage publicitaire, ce cinéaste de 42 ans a été placé en détention et depuis assigné à résidence avec un bracelet électronique. Si son cas suscite un large soutien au sein de l'opposition biélorusse, de la société civile serbe et d'ONG comme Amnesty International, la justice serbe continue cependant de maintenir la procédure d'extradition. On a également observé plusieurs cas similaires parmi des citoyens russes ayant fui l'invasion de l'Ukraine et la mobilisation des ressortissants russes qui, après avoir manifesté leur opposition à Poutine depuis Belgrade, ont vu leur permis de résidence annulé. Ah oui. Il faut rappeler qu'au cours des dernières 10 années, la Russie a principalement été présentée en Serbie de manière positive, comme un ami orthodoxe, le plus grand et le plus fort pays qui symboliquement s'oppose aux Nations Unies à ce que l'on prive la Serbie d'une partie de son territoire, c'est-à-dire de son ancienne province, le Kosovo, qui a déclaré son indépendance en 2008. Dans ce contexte, depuis l'arrivée au pouvoir d'Aleksandar Vučić, Poutine est présenté comme un bon autocrate, un protecteur du peuple serbe. Poutine, c'est le tsar, il est puissant, c'est un chef, un vrai, et les Serbes font confiance à des hommes forts. Selon les sondages, 8 Serbes sur 10 estiment d'ailleurs que la Serbie a besoin d'être dirigée par un homme à poigne, ce qui en dit long sur le rapport du pays à la démocratie. Ça veut dire qu'on a un rapport compliqué dans ces négociations en vue d'une éventuelle entrée de la Serbie dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a des freins très clairs encore à cette entrée de la Serbie dans l'UE ? Oui, tout à fait. La Serbie est candidate depuis 2009, mais le processus a toujours été ralenti. Il y a une quinzaine d'années, je dirais que 60% de la population serbe était en faveur de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce nombre a beaucoup diminué. Vous en avez parlé un petit peu, mais pour en savoir un petit peu plus, Philippe Bertinchon, sur le président serbe Aleksandar Vučić, c'est un président autocrate d'une certaine manière qui finalement est en train de faire du mal à la démocratie serbe. Oui, alors bon. D'abord, il a une présence physique. C'est un géant de près de 2 mètres. Il est plutôt lourd de mouvement. Il a un débit très lent, très monotone. C'est un homme de 54 ans qui a commencé sa carrière politique fort jeune dans les années 90 pendant l'ère yougoslave et qui rapidement s'est hissé à la tête du parti radical dirigé par le chef historique de l'extrême droite serbe, Vojislav Šešelj, qui a été jugé à La Haye coupable de crimes de guerre. En 99, pendant la guerre du Kosovo et les bombardements de l'OTAN sur la Serbie, Vučić a été le ministre de l'information de Slobodan Milošević. C'est une période très noire, très sombre, marquée par l'assassinat de journalistes, des morts violentes sur lesquelles toute la lumière n'a pas encore été jetée. Après la guerre et la chute de Milošević à l'automne 2000, Vučić a rongé son frein pendant plusieurs années dans les rangs de l'opposition, avant de finalement rompre avec le parti radical et de créer un nouveau parti, le Parti progressiste serbe, présenté comme libéral et pro-européen.
Il a remporté les élections en 2012. Il est devenu ensuite Premier ministre et a été élu président en 2017. Au fil de ses mandats, il s'est imposé comme un politicien extrêmement habile, madré, qui contrôle l'opinion publique en la manipulant en permanence grâce à une mainmise quasi totale sur les médias. Un dirigeant qui se fait réélire haut la main à chaque scrutin en ayant recours à des fraudes électorales massives et qui souhaite... C'était reconnu par l'OCDE, ça, effectivement, sur ces fraudes. Tout à fait. Et qui souhaite avant tout rester au pouvoir le plus longtemps possible. Le Kosovo, ça reste un sujet tabou, sensible entre la France et la Serbie. Aujourd'hui, Philippe Bertinchon. Alors personne n'est dupe. C'est des négociations qui n'en finissent pas à Bruxelles entre le Premier ministre kosovar Albin Kurti et le président serbe Aleksandar Vučić. Mais la France n'est pas dupe que ces réunions s'éternisent et ne mènent finalement à rien. La Serbie a d'ailleurs été un facteur de déstabilisation l'été dernier au Kosovo lors d'une espèce d'attentat manqué au cours duquel des éléments nationalistes serbes ont été considérés comme les organisateurs. Pour conclure, Philippe Bertinchon, cette position de la Serbie entre la Russie de Poutine et puis l'Union européenne, est-ce que elle peut tenir encore longtemps et l'objectif pour la Serbie est-elle de continuer à jouer sur les deux tableaux, si je puis me permettre de parler ainsi? Oui, c'est un jeu de funambule qui demande beaucoup d'adresse. Il faut peut-être aussi rappeler qu'au niveau régional, la Serbie reste un pays important parmi les pays de l'ancienne Yougoslavie, dans les Balkans, bien sûr. C'était déjà le temps à l'époque de la Yougoslavie, c'est encore le cas aujourd'hui. Belgrade a toujours une tendance à se considérer comme un pays hégémonique au niveau régional. Dans ce cadre, depuis 2020, c'est-à-dire depuis 4 ans à peine, le spectre de la Grande Serbie, qui était une idée promue par Slobodan Milošević, est réapparu, cette fois sous le nom de Monde Serbe, un concept selon lequel Belgrade doit rassembler tous les Serbes sous une seule direction, peu importe leur lieu de résidence. C'est un projet qui ravive évidemment de nombreuses inquiétudes, notamment au Monténégro et en Bosnie-Herzégovine, où il est perçu comme une menace de déstabilisation. Il faut dire que la défaillance actuelle du projet européen laisse un vide dangereux, tandis que Belgrade a toujours estimé avoir un droit de regard et même un devoir de protection envers les communautés serbes des autres pays de la région. En réalité, évidemment, le monde serbe ne va pas se réaliser, pas plus que la Grande Serbie de Milošević n'a vu le jour, mais en attendant, cette rhétorique incendiaire permet à Aleksandar Vučić de jouer au pompier pyromane et d'éteindre les brasiers régionaux qu'il a lui-même allumés, confortant auprès de ses électeurs et de l'opinion internationale, dont la France, son image de politicien responsable et modéré. Est-ce qu'on sait quand il va repartir, Emmanuel Macron, quand il va rentrer en France? Il y a une horaire qui a été donnée déjà, communiquée ou pas? Normalement, son dernier jour, c'est aujourd'hui. Il devrait soir après une visite à Novi Sad. Il devrait également inaugurer, poser une pierre commémorative à l'aéroport de Belgrade. Il prendra la parole lors d'une rencontre sur l'intelligence artificielle avec des jeunes. Ouais. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions, Philippe Bertinchon, depuis Belgrade, je le rappelle, où vous êtes correspondant pour le Courrier des Balkans. Merci et très bonne journée à vous.